Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des interviews Scale to Sell. Aujourd'hui, je reçois Colin Lalouette, excuse-moi d'avoir écorché ton nom, pour parler de AppVisor. Salut Colin. Salut François. Alors, tu as annoncé il y a quelques jours le rapprochement de AppVisor avec Softonic. Je vais te laisser te présenter et nous parler un peu de cette aventure qui a débuté, si j'ai bien noté, en 2014. Yes. Te présenter l'aventure, ouah, c'est un long chemin, ça fait c'est 10 ans à peu près à résumer. Tu veux que je commence par la partie acquisition ou par la partie démarrage de Bah l'aventure écoute, Advisor? ce avec quoi tu es le plus à l'aise? Qu'est-ce qui t'a amené à peut-être effectivement partir de l'acquisition? Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à t'adosser? Yes. Du coup, effectivement, ah bah tu sais quoi, finalement, je pense que c'est mieux de raconter l'histoire du démarrage, comme ça, il y aura une suite logique dès le commencement. Bon, déjà, merci et ravi du coup de pouvoir participer avec toi sur ce podcast filmé. Pour revenir un petit peu en arrière, retour vers le futur, allez, on retombe en 2010. Je termine mon doctorat chez Airbus, je suis spécialisé sur tout ce qui est sciences cognitive à intégrer à un moment donné dans les systèmes d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour travailler sur la gestion des connaissances, etc. Donc pas du software, du pur développement, mais bien de la conception autour du software. Tout ça, c'est une belle aventure. Je récupère mon doctorat au passage. Je décide de partir sur Paris dans un tout petit cabinet de conseil à l'époque que j'ai développé. J'ai amené au million d'euros très rapidement, à l'espace de moins d'un an. Et je me suis rendu compte que oui, du coup, j'aimais bien le soft, j'aimais bien l'ingénierie, mais j'aimais encore plus le bizdev. Donc, pendant quelques années, j'ai développé cette affaire auprès du CAC 40, principalement choix de prestataires techniques et technologiques. Donc voilà, Banque de France, Groupama, voilà, de très belles boîtes. Une super aventure, travaillé beaucoup avec Dassault Systèmes aussi sur un marketing stratégique. Mais j'ai vu le vent tourner. J'ai vu le vent du SaaS arriver avec une déferlante incroyable et je me suis dit, Colin, à un moment donné, il faut peut-être venir un peu disrupter le marché du conseil. Je gagnais très bien ma vie, 1500 euros le taux journalier moyen que je revendais auprès des grands groupes. Et je me suis dit, ça a marché, mais ça n'a pas marché pendant 15 ans encore. Donc j'ai fait le choix de partir sur Montpellier. À l'époque, il y a la French Tech qui était naissante. C'était du coup les années 2014-2015 pour développer un nouveau modèle économique. Donc je me suis parti de l'idée, écoute, de toute façon, si tu veux adresser ton conseil au plus grand nombre sans aller à le vendre, bah, il va falloir le faire sur une plateforme web. Cette plateforme web, tu vas l'appeler AppVisor pour Application Advisor. Tu vas mettre un petit peu d'IA. Alors à l'époque, c'était des algorithmes d'aide à la décision qui m'a permis à un moment donné de trouver les meilleures solutions logicielles par rapport aux besoins qui étaient marqués et licités un peu sur le site web, hein, ma taille d'entreprise, ce que je recherche, les fonctionnalités, etc. Et là, je te passe du coup 10 ans de bizdev, mais globalement, ça nous a amené après 2 levées de fonds à une aventure fantastique qui aujourd'hui, du coup, alors je peux pas dire les chiffres par rapport à l'acquisition, mais c'est plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2023. 25 collaborateurs, 2 millions de visiteurs uniques par mois qui viennent consommer du du conseil en logiciel gratuitement. Et derrière, un modèle économique qui permet aux éditeurs de logiciels de pouvoir être mis en relation directe, soit par rapport à des formulaires qui sont remplis online sur AppVisor, soit à travers de la classique redirection trafic qui permet aux éditeurs de logiciels de générer des leads directement sur leur site web. Voilà, on a pas mal de techno qui nous a permis d'y arriver. On a des scripts de tracking qui permettent aux éditeurs de logiciels de vraiment valider le ROI des campagnes. On a une équipe éditoriale qui aujourd'hui a écrit globalement 5000 articles en français, en anglais, en espagnol, en brésilien, en allemand, en anglais bien évidemment, si je ne l'ai pas déjà dit. Et tout ça, ça fait une belle petite machine qui roule bien. Et comme cette machine roule bien et que ça faisait 9 ans que j'étais dans l'aventure, globalement, depuis que la marque était lancée, j'avais envie d'aller plus loin. Donc pour aller plus loin aujourd'hui, si tu es rentable, tu as plusieurs manières, hein. Tu peux faire des LBO, tu peux continuer à faire des séries A, des séries B, etc. Mais compte tenu de ce que je recherchais, à savoir
pas du cash, mais avoir du coup toujours plus de trafic, de clics pour bien servir nos clients. Je me suis dit que la meilleure aventure à faire, c'était finalement se rapprocher d'un partenaire industriel. Donc ça va être tout un process à mener qu'on va pouvoir expliquer après, parce que j'ai quelques tips à donner sur le sujet, permettant à un moment donné d'aller conquérir le monde plus facilement. Parce qu'avoir 10 millions d'euros sur le compte en banque après une levée de fonds, c'est super, mais derrière, si t'as pas l'XP, si t'as pas le people, si t'as pas tout ce qu'il y a derrière, en fait, tu vas juste réapprendre, réinventer la roue, tu vas perdre du temps, etc. Donc là, l'idée, c'était d'avoir quelqu'un déjà, une équipe qui puisse nous accompagner sur des thématiques que je ne connaissais même pas hier en termes de programmatique, de display, d'ads, etc. Voilà, en gros, globalement, le pitch. Comment tu nous as dit que tu avais créé donc Advisor pour sortir du conseil. Est-ce qu'il y a eu des moments un peu stratégiques dans la croissance d'Advisor et des recrutements qui ont été game changers? Très bonne question. Alors, à un moment donné, qu'est-ce qui a changé la donne? Forcément, c'est le marché, parce que le marché est devenu beaucoup plus mature au fur et à mesure du temps. Le marché s'est structuré. Donc, quand je faisais ma première levée de fonds, qui a été game changer forcément, ça a permis de recruter les personnes, derrière. On avait levé 300 000 euros. C'était en mai 2016 et je crois qu'un mois plus tard, en juin 2016, Gartner rachetait Capterra, GetApp, Software Advice pour environ, chiffre est pas connu puisqu'on n'a pas le droit de les divulguer, mais entre 150 200 millions d'euros cumulés sur ces trois acteurs. Donc je fais oups, ok, il va falloir s'accrocher, il va falloir trouver quelque chose de super smart parce qu'avec la machine de guerre qui est en train de se préparer à côté, il va falloir être bon. Donc à partir de là, effectivement, j'ai essayé de recruter les meilleures personnes. On a travaillé beaucoup avec pas mal de stagiaires. C'est des avantages d'être à Montpellier aujourd'hui, c'est qu'il y a un pool d'étudiants assez intéressant. Et aujourd'hui, une des premières salariées de la société post-levée de fonds, qui est Charlotte Goyard, et aujourd'hui VP Ops, qui va du coup gérer toutes les activités, l'alignement, marketing, sales, product, engineering, et un certain nombre de stagiaires aussi sont devenus aujourd'hui les managers. Donc j'ai tout fait en sorte pour aligner tout le monde sur un même intérêt, même objectif que moi, conquérir le monde et faire un maximum de chiffre d'affaires pour continuer à grandir et surtout délivrer de la valeur à nos clients, mais aussi aux utilisateurs, hein, pour pas les bullshiter, pour pas les pousser, on pourra revenir là-dessus, pour pas les pousser à prendre le produit qu'on veut, mais vraiment leur proposer le produit qui leur correspond le plus. On a du coup, j'ai mis en place beaucoup de BSPCE, de levier à un moment donné de motivation. Donc là, après acquisition, il y avait 40% des people qui avaient des parts de la société. Ça, c'était game D'accord. changer. Et dans tes recrutements, il y a eu, on va dire, de la maturité qui est arrivée au fur et à mesure de l'entreprise pour changer de taille. Ça s'est passé comment? Ou au contraire, Ah, tu as fait grandir les gens? euh, deux, trois parties de l'histoire. Pré-levée de fonds, voilà, tout à fait classique. Première levée de fonds, effectivement, où là j'ai recruté un certain nombre de personnes qui sont toujours dans l'équipe. Et deuxième levée de fonds, sur lequel on a levé 1,5 million avec de fonds, et sur lequel, là, effectivement, il y a eu beaucoup de recrutements. On est monté, je crois, à un moment donné, à 40 collabs. Et il y a eu beaucoup, à un moment donné, de casse, hein, clairement, au passage, parce que faire monter de 15, 20, t'es une petite équipe, tout tourne bien, tout le monde se connaît, à tout d'un coup, passer à quelque chose voilà, qui scale, clairement, à un moment donné, les résultats étaient pas là. On avait toute une équipe voilà, qui aujourd'hui a globalement totalement disparu, puisqu'on a redispatché un certain nombre de responsabilités de périmètre de cette équipe sur d'autres équipes. Donc oui, j'ai fait grandir un maximum de personnes. Et oui, il y a aussi un certain nombre de personnes
que je n'ai pas réussi à faire grandir parce que c'était peut-être trop de monde et à un moment donné, souvent les fonds te poussent à accélérer le plus vite et des fois tu loupes un certain nombre de passages, de relais, d'accompagnement. On a essayé de faire tout au maximum, mais bon, voilà, à un moment donné, c'est les aventures des entreprises, hein. Tu grandis et tu vas essayer, soit tu t'arrêtes pas de grandir, soit du coup tu vas ensuite trouver un régime opérationnel qui te permet d'apporter de la profitabilité et tout en faisant en sorte de délivrer ce que tu dois délivrer sans sur-recruter, quoi. Il y a peut-être Comment, un recrutement, ouais. ouais, j'allais dire, il y a peut-être un recrutement qui a été vraiment game changer de mon côté, c'est mon CTO. Euh, Quand bien même, tu vois, je viens du monde un peu de la technique, gérer une équipe commerciale, je sais faire. C'est moi qui ai généré le premier million d'euros de chiffre d'affaires chez Advisor, parce que voilà, en tant que CEO, faut représenter la marque, développer, tester, etc. Donc ça, je sais faire. Gérer l'équipe marketing, le produit, notamment Charlotte et d'autres personnes ont très bien su le faire, mais gérer une équipe technique, c'est autre chose parce qu'il y a un mindset qui est différent, il y a une volonté d'apprendre qui est différente aussi. Et je pense que si t'es pas vraiment un pur gars de la tech, 100%, c'est extrêmement dur. D'ailleurs, on voit souvent dans les histoires qui marchent bien, hein, t'as trois associés, t'en as un qui est plutôt sur la représentation, sur le sales, un autre qui est plutôt sur les opérations, et derrière, t'as quelqu'un qui vient de la tech. Donc, le jour où j'ai vraiment trouvé mon nouveau CTO, en 2020, ça a complètement changé la donne, en mettant en place tout ce qu'il faut, les microservices, l'architecture, et surtout la vision que doit porter un CTO, parce qu'il doit être aussi entrepreneur dans l'âme et être très business oriented. On est d'accord qu'un CTO, c'est pas un lead dev et souvent on confond les deux. Yes, exactement. Et moi, j'ai eu la chance en plus que ce CTO était un CTO successful qui avait été lui-même entrepreneur par le passé sur des projets autour de l'IA, de la robotique. Et clairement, du coup, aujourd'hui, c'est un business partner. Tu nous as parlé de différentes langues au moment de la création de contenu. Vous êtes présent dans quelle géographie, vous, aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, on délivre la visibilité pour nos clients et des clics pour nos clients sur globalement plus de 200 pays, gérés à travers 7 plateformes. Donc, il y a Advisor.fr, hein, qui est notre vaisseau amiral d'un point de vue SEO, parce que c'est le premier qu'on a construit, mais il y a aussi du coup la partie .es qui va toucher tout le monde hispanophone, donc bien évidemment l'Espagne, mais en fait, on a eu aussi une très forte croissance en zone LATAM et une surprise, parce qu'en fait, c'est logique, hein, maintenant, quand ils pensent, mais des États-Unis aussi, parce que c'est la deuxième langue la plus parlée aux US, tout simplement. C'est même une langue officielle, hein, je crois, ou qui devrait être une langue officielle côté État de Floride ou État même du coup de Californie. J'en suis pas sûr, mais je sais qu'il y avait des sujets là-dessus. Donc ensuite, on a développé l'Allemagne parce que forcément, un pays à fort PIB rapporté par habitant, un pays très dur à percer en général, et d'un point de vue SEO, une galère sans nom, puisque vas-y faire du SEO en allemand, voilà, tu peux à peu près comprendre en italien les forces et les faiblesses en allemand si t'es pas natif allemand, et c'est dur de trouver des personnes qui sont natives allemandes, qui travaillent en France et qui sont en plus spécialisées dans le SEO, donc un peu plus dur comme marché. On a réussi quand même à y pénétrer, et une plateforme pour les UK, une plateforme .com pour les États-Unis. Je crois que je n'en ai pas oublié. Et une en brésilien portugais pour le Portugal et le Brésil, Et qui est comment vous êtes d'ailleurs avec une croissance folle. ouais. Comment, du coup, vous êtes différencié de vos concurrents sachant qu'ils étaient surfinancés par rapport à vous? Yes. Encore, je t'ai parlé des trois concurrents sous la marque Gartner, mais je t'ai pas parlé de la marque G2 qui a On est fait d'accord. série A, série B, série D, série E, je crois, qui a levé un peu plus de 500 millions de dollars. Une vraie machine de guerre marketing, voilà, une exécution très très belle. Ils sont, je sais plus, je crois, 800 salariés avec les trois quarts qui sont offshorés côté Inde, Bangladesh, etc. Donc une vraie machine de guerre. Et en fait, l'idée, ça a été, un, de regarder leur positionnement stratégique, deux, de regarder là où ils voulaient aller, la direction, et trois, d'aller se positionner intelligemment, pas dans cet océan rouge sanglant dans lequel les deux acteurs que j'ai nommés, hein, Gartner et G2, allaient se battre, à savoir avoir un maximum de reviews. G2 allait se positionner sur le nom des marques,
un peu dans une stratégie un peu à booking.com, ou alors Gartner se positionnait sur les listings, logiciel CRM, logiciel ERP, etc. Donc l'idée, je me suis dit, de toute façon, en phase 2, on aura toujours, on prendra des marques, on va aller faire de la compétition là-dessus, mais on va mettre les efforts de la compétition, non pas sur les reviews, parce que les reviews, on les prend chez eux, c'est tout à fait légal, on les scrape, on fait des méta-reviews, c'est beaucoup plus facile à un moment donné pour les visiteurs d'avoir une analyse globale, et c'est beaucoup plus facile pour les éditeurs de logiciels à un moment donné, plutôt que se battre à celui qui aura le plus de reviews. Nous, on a capé à 200 comme sur LinkedIn. T'as 200, ça montre que tu es un vrai player dans le game, et ça permet du coup d'éviter aux éditeurs de logiciels de se battre sur ces reviews pour générer du contenu pour des marques qui sont pas la leur. Et ça nous a permis de gagner énormément de temps. Et nous, comment on a réussi à se différencier par rapport à tout ça? On a justement géré toute la partie contenu à travers notre magazine, permettant d'aller récupérer des requêtes ultra pertinentes, qui d'ailleurs sont plus appréciées par Google sous des formats contenus, voilà, un peu éditorialisés que par des listings ou par des noms de marques, comme chez les concurrents. Donc c'est ça qui nous a permis de nous développer, de grandir, d'avoir un business modèle aussi différent en partie de nos concurrents, et clairement d'aller les compéter même sur leur territoire. Parce que si tu regardes par exemple aux États-Unis, si tu vas chercher les 10 meilleurs logiciels CRM ou autres, bah, finalement c'est des marques comme AppVisor ou des concurrents locaux qui gagnent le game. Je comprends. Et du coup, par rapport à vos clients, est-ce qu'il y a des clients qui vous ont amené à avoir des réflexions stratégiques différentes et vous faire changer d'approche ou évoluer dans votre approche? J'ai envie de dire, c'est un peu un travail quotidien. Alors il faut pas se perdre à un moment donné, hein, c'est la difficulté au démarrage, hein. On a un client, quand on fait du soft, parce que c'est du soft, hein, derrière, qui va te demander, le bouton rouge parce qu'il préfère le rouge plutôt que le bleu, et tu dis: «Bah non, en fait, ce qu'il faut, c'est un bouton orange en B2B, il faut un bouton vert en B2C, donc bah, on va mettre un bouton orange». Et voilà, il y a pas à discuter. Donc il y a des sujets, voilà, qu'il faut absolument écarter, hein, être à l'écoute des clients, mais lui expliquer, donner le rationnel de pourquoi il faut pas faire ce qu'ils demandent. Et ça, il y a souvent plein de demandes comme ça, et c'est tout à fait légitime, hein, puisque les clients sont pas forcément du métier qu'on leur propose et qu'on leur vend. Après, par contre, effectivement, on a fait évoluer le modèle économique à de nombreuses reprises, pour faire en sorte d'être le plus market fit. On a aussi, mis en place des technologies de tracking maison, permettant à un certain nombre de clients, qui, sont des petites sociétés, hein, de 30-40 personnes. À un moment donné, ils ont des budgets marketing, qui sont intéressants, mais ils ont 4-5 personnes dans le market, pas plus. Typiquement, hein, pour une société française dans lequel, bah, ouais, ils ont pas tout le background en termes d'analytics, en termes de BI, en termes de suivi, des sales pipelines pour vraiment définir le ROI. Donc on a mis en place des systèmes de tracking assez poussés, qu'on peut mettre dans les systèmes de nos clients, qui permet de remonter plein d'informations smart sur les leads générés à travers des passages sur AppVisor, à travers des vues sur AppVisor, à travers des clics sur AppVisor, permettant de déterminer beaucoup plus facilement, ensuite avec des formules de calcul de type panier moyen qui multiplie lifetime value, divisé par le coût d'acquisition, pour s'assurer que le coût par lead qu'on génère à nos clients est largement comme ils le souhaitent. Et du coup, tes clients, les avez approchés comment? Vous avez structuré comment les ventes aujourd'hui? Deux phases dans l'histoire. Première phase, bon, première fois, enfin 3 phases. La première, hein, c'est tu démarres et tu appelles ton réseau, tu essaies de trouver, un maximum de partenaires. Au début, on allait sur des offres qui étaient à 500 € pour être un peu visible, et cetera. Bon, ça, c'est vraiment le démarrage. Ensuite, deuxième partie, où tu commences effectivement, heu, à scaler, et là, tu vas à travers nous, comme on avait beaucoup de contenu, on a eu une très grande facilité, un problème de riche, puisqu'on avait plein de contenu. Donc c'était l'époque de l'inbound marketing, et en fait, il y avait plein de visiteurs, hein, qui venaient lire nos contenus sur les 10 meilleurs logiciels CRM pour les petites entreprises, par exemple. Mais on avait aussi des éditeurs de logiciels qui passaient par là et qui s'offusquaient de se dire: mais pourquoi moi je ne suis pas cité? Bah, parce qu'on a mis les 10 meilleurs. On essaie d'être le plus agnostique possible, mais bon, ça dépend d'un certain nombre de points de vue, d'angles, et c'est pas évident. Donc viens
te référencer et en tout cas, on fera tout en sorte pour la prochaine fois aller te citer sur ce type d'article parce qu'on te connaissait même pas en fait au passage. Donc ça, on a une très très grande période pendant plus de 4 ans d'inbound. Tu gères les leads entrants. C'est du pain béni parce que les personnes viennent vers toi, tu leur expliques la valeur. Si tu expliques bien la valeur, derrière, tu vas continuer. Et avec des taux de closing qui étaient assez phénoménaux. Troisième partie de l'histoire, ok, ben, tu veux continuer à grandir, tu as atteint ton plafond de verre sur l'inbound, parce que tu as beau créer plus de contenu, de toute façon, tu es connu du marché, donc il va falloir aller chercher à un moment donné ton prospect, aller signer du nouveau client pour du new business outbound. Et là, derrière, c'est toute une nouvelle stratégie qui se met en place de cold calling, d'emailing, d'outils sur LinkedIn, etc., qui te permet à un moment donné de scaler. Et clairement, c'est pas du tout évident. Il y a des boîtes qui sont ultra orientées sales des démarrages qui vont là-dessus et ensuite qui se mettent un peu aussi haut à des stratégies inbound ou affiliates, ou travailler sur les partenariats avec le channel, la distribution, etc. Nous, clairement, on a mis un peu plus de temps, on a bien galéré, mais on a réussi à un moment donné à trouver un équilibre pour générer des clients qui sont aujourd'hui tout aussi contents que ceux qui viennent naturellement. Je comprends. Euh, Il y a un sujet qu'on n'a pas du tout abordé, c'est que tu nous as dit qu'il y avait plus de 40 personnes, enfin, qu'il y avait 40% des personnes qui étaient porteurs de BSPCE. Je ne crois pas que tu nous aies dit le nombre de personnes qui travaillent pour Advisor aujourd'hui. Et du coup, un peu aussi, ce que je voudrais comprendre, c'est quelle est la culture d'entreprise qu'il y a au sein d'Advisor. Yes. Alors aujourd'hui, il y a 25 personnes qui travaillent. Jusqu'alors, 100% des salariés, jusqu'à l'acquisition, ont bénéficié de BSPCE. Hmm. C'est là où j'ai peut-être été un peu vite tout à l'heure, c'est 40% des salariés étaient, jusqu'à l'acquisition, aussi actionnaires de la société. D'accord. Donc 100% des personnes motivées et 40% des personnes qui, à un moment donné, je leur ai proposé de mettre du cash pour faire partie intégrante, voilà, avec forcément, on parle de dixièmes de pourcent ou de quelques pourcents pour les plus anciens qui ont pu investir avec voilà, des valorisations qui étaient plus faibles à l'époque. Hmm. Mais en tout cas, ça, c'est globalement ce qui nous a permis d'avancer tous ensemble. Et du coup, ça a généré quoi comme culture? Ça a généré une culture de la confiance. Euh, on est tous alignés. À un moment donné, contrairement à ce que tu peux voir classiquement dans les grandes entreprises où naturellement tout le monde va tirer un peu la couverture vers soi parce que c'est important d'aider le voisin, mais c'est encore plus important d'atteindre ses propres objectifs. Donc on a vraiment eu cette culture-là d'alignement, notamment avec des systèmes qu'on appelle dits de OKR, donc Objective and Key Results, qui permet de définir des objectifs chiffrés, enfin des enjeux, des objectifs chiffrés, on va dire en parlant en bon français, tout en haut, qui ensuite découle au niveau de chaque département, qui ensuite découle au niveau de chaque collaborateur, voire même qui découle chez nous au niveau des stagiaires. Ainsi, tout le monde est aligné parce que tout le monde a des BSPCE. Certains sont des forces motrices encore plus fortes que d'autres parce qu'ils sont actionnaires, mais en plus, tout le monde est aligné avec ce système d'OKR permettant que même le petit stagiaire, entre guillemets, qui arrive, qui va travailler sur des contenus ou qui va travailler sur de la prospection, il sait exactement ce qu'il doit atteindre et en quoi ses objectifs et ses résultats vont contribuer à un niveau plus haut et vont même contribuer au final d'une certaine manière aux objectifs de CEO qui sont transparents. Donc ça, c'est une vraie culture du coup enfin, c'est une culture qui crée de la performance. Donc performance, innovation et transparence a toujours été un petit peu notre triptyque. Justement, quand tu dois soit lever des fonds, soit chercher à t'adosser, euh, est-ce que la transparence n'a pas des limites, justement par rapport aux salariés et qui peuvent les déstabiliser quand ils sont au courant de ce type d'informations? Très bonne question. Ça dépend de la taille d'entreprise et ça dépend de la culture. Euh, Moi, l'acquisition, elle s'est faite en ayant 25 salariés. Si tu veux, si tu communiques bien, si tu communiques régulièrement, t'as pas d'effet de bord. Parce que ce que je te disais, quand on était à 40, à un moment donné, tu arrives à une taille qui est celle d'une énorme business unit
et ça devient difficile du coup à avoir un alignement parfait. Quand tu es 25, à un moment donné, tu as 4 équipes, on va dire 6 personnes par équipe, t'as en termes d'agilité, si tu veux, on dit que globalement, il faut pas qu'une squad, il y ait plus de 10 personnes. À partir de 10 personnes, tu as du mal à te coordonner, à être super aligné. Là, en fait, tu as 4 La petites équipes fameuse qui sont règle des deux super. pizzas. Je la connais pas celle-là, tiens, je veux bien que tu me la dises. Ah, c'est qu'il faut que tu puisses nourrir une équipe avec deux pizzas normalement. Bon, c'est des petits OK, mangeurs bah à 10 voilà, pizzas, mais voilà. ouais, c'est ce que j'allais dire parce que moi, tu m'en mets une pour moi tout seul. Mais je suis un peu gourmand, c'est un autre sujet. Ouais, non, tout à fait. C'est voilà, en gros, t'as 8 personnes. C'est voilà, on dit qu'un manager, il peut gérer à 7 plus un moins un, un truc comme ça. T'as 8 personnes maximum dans ton équipe, donc c'est facile à communiquer régulièrement. Après, la transparence totale, je l'ai toujours eu avec l'équipe, avec les people, même les people qui partaient, pas de bullshit. À un moment donné, écoute, on a fait une super aventure ensemble, mais à un moment donné, peut-être t'as un plafond de verre, peut-être que la société peut plus te proposer ce que tu souhaiterais, etc. Voilà, t'as fait un bon job, on a donné notre meilleur, et voilà, on se tape dans la main et on termine ça proprement. Et si t'as toujours géré ça comme ça, moi j'ai jamais eu de prud'homme, jamais eu aucune difficulté après 10 ans. Donc oui, la transparence, moi je considère qu'elle est super importante quand tu as des équipes à taille humaine, parce que tu peux beaucoup plus facilement t'assurer que tout le monde est aligné. Il y a un seul sujet sur lequel je n'ai pas été transparent, et c'est quelque chose qui m'a été enseigné à l'époque par c'était Rachel Delacour de chez BIM, où plein de personnes à un moment donné qui ont fait des acquisitions, des levées de fonds, etc. Tu parles pas du niveau de trésor. Le niveau de trésor, c'est l'anxiété que doit savoir gérer à travers du sport ou à travers beaucoup de positivisme, un CEO ou le CFO, si tu en as un. Mais surtout pas le people. À un moment donné, t'expliques, oui, t'es dans la vallée de la mort, mais oui, du coup, tu y crois tellement et tu pousses tellement ton équipe commerciale que tu vas remonter la pente. Ça, tu le sais, toi. Et tu sais que tu vas y arriver parce que si t'es entrepreneur, t'as pas envie de te louper. Bien sûr, tout le monde n'y arrive pas toujours, mais voilà, en tout cas, euh, si tu as cet état d'esprit, tu vas beaucoup plus facilement y arriver. Par contre, si tu dis ça à tes people, waouh, là, de suite, là, ça va être la panique à bord de quoi? Il y a 100 000 euros, mais est-ce que je vais te payer à la fin du mois? Et ça, c'est quand tu es au niveau de la vallée de la mort. Mais tu as aussi d'autres moments, hein. Tu vas récupérer une subvention, là, tout d'un coup, tu as une subvention France 2030 qui tombe, ou de la région, ou de l'Europe. Tout d'un coup, là, tu as 500 cas en plus, qui est largement pas nécessaire par rapport à ta gestion des opérations, par rapport au cash burn ou par rapport à la profitabilité que tu as. Et là, du coup, si tu l'annonces aussi, on va dire, ah ok, c'est peut-être le bon moment pour demander mon augmentation. Bah non, en fait, c'est pas relié le niveau de trésor et ton augmentation. Ton augmentation, c'est lié à ton parcours professionnel, à tes compétences, à tes OKR. C'est pas lié à mon niveau de trésor, au niveau de trésor de la société. C'est pas du tout corrélé. C'est lié au marché. On est Donc, d'accord. c'est là où la limite de la transparence pour moi. Super. J'ai perdu j'avais une question que je voulais te poser là, du coup, qui venait là-dedans, mais vous avez utilisé des outils particuliers pour structurer l'entreprise ou vous avez tout développé, vous, en interne? Alors, quand tu dis pour structurer Que ce l'entreprise, soit pour les euh, ventes, que ce soit pour la facturation, que ce soit pour les ops, justement, derrière? bah non, on n'a pris que des solutions du marché. Alors, si tu veux, on dit des fois que c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Euh, Peut-être qu'on n'a pas été bon pour notre propre marketing, parce que c'est notre métier pour faire les autres. Mais par contre, proposer du logiciel, c'est dans notre ADN. Et sélectionner du logiciel, c'est dans notre ADN. Donc, dès le démarrage, et j'aime souvent le répéter à mon account manager de chez Asana, on utilise Asana depuis 2013. Personne les connaissait à l'époque, ils avaient commencé à un peu percer aux US, mais voilà, c'était vraiment très naissant en Europe. Et ouais, souvent j'aime le rappeler quand j'essaie de négo, parce que tu peux toujours négo. À un moment donné, les SaaS, quand bien même t'es pas un enterprise, j'aime bien le rappeler. Donc oui, aujourd'hui, je crois que j'ai un listing. On a un bon Google Spreadsheet, hein, il y a des outils qui permettent de monitorer ça, tout ça, mais bon, voilà, à notre taille humaine,
On a bon Google Spreadsheet avec une quarantaine de lignes, je crois, de ça, ce qu'on utilise. Je sais pas, par exemple, pour parler des sales, bah, forcément, on utilise HubSpot. Mais forcément, on utilise aussi Derrick pour enrichir de la donnée sur des comptes LinkedIn. Mais on va aussi utiliser LinkedIn en version premium. On va utiliser Surf qui va te permettre de faire des connexions directes avec une intégration géniale entre LinkedIn et HubSpot. Voilà, on doit avoir une dizaine de tools différents quoi, en fonction des métiers qui soient plutôt sur du deal management ou customer success management. Ouais, là, je Avec te parle la... même pas des tools à Ouais, côté dev, hein. ouais. Et avec l'arrivée de l'IA générative, vous avez vu des évolutions dans les demandes de vos clients? Étonnamment, non. Étonnamment, non. Alors, ça, je pensais effectivement qu'on allait nous challenger. Oui, mais alors, vos contenus que vous faites, c'est fait avec de l'IA ou pas? Donc, non, on n'a aucune demande là-dessus. Et c'est assez intéressant quand tu analyses ça. Est-ce que du coup, parce que t'imagines, on est quand même avec des boîtes tech. Donc, si la tech et en fait peut-être late adopter sur l'IA, bah alors t'imagines du coup mon épouse ou ma cousine ou mon beau-frère qui travaille dans des entreprises un peu plus traditionnelles. Donc je pense que si tu veux, il y a un vrai hype cycle, hein, comme on le retrouve toujours hein, dans les analyses de Gartner, etc. Là, on est très très en haut du hype cycle. Mais aujourd'hui, si tu regardes même Google, hein, avec l'annonce qui était redoutée par tout le monde, Search Engine SGE, Search Engine Experience, Search Generative Experience, voilà, c'est ça, qui ensuite s'est transformé en projet Gemini, qui commence à peine à pointer son nez aux USA parce que c'est compliqué à mettre en place de la GenAI et ensuite en plus ils ont un modèle économique que ça vient un petit peu phagocyter avec les pubs donc non on n'a pas tant de demandes que ça. Après moi je te cache pas, je le cache à personne hein, clairement que c'est intégré dans nos process depuis plus de 2 ans et demi, pas avec ChatGPT, avec d'autres produits hein, que je garde secret, c'est notre secret de sauce par rapport à ça, qui nous permet pas d'avoir enfin, qui nous permet de faciliter la rédaction des articles et sur la base de prompts qu'on réalise nous-mêmes, qui sont, la plupart du temps, beaucoup plus longs que les articles. Donc c'est là, en fait, nous, de notre côté, on a un vrai gain de productivité, tout en restant extrêmement qualitatif. C'est que comme on sait exactement comment rédiger d'un point de vue SEO, comment on sait très bien rédiger d'un point de vue utilisateur, en fonction de qui il est, en fonction du personnel qu'on vise. Et comme on sait les attentes également des éditeurs de logiciels, on sait gérer ce triptyque, une fois de plus, avec des prompts extrêmement longs, permettant ensuite sur une thématique d'avoir une première release du contenu et après systématiquement c'est retravaillé par un humain. Mais si tu veux, avec des prompts aussi longs, on fait pas de la duplication de contenu où que ce soit. Et d'ailleurs, on n'a pas vu trop de contenu vraiment dupliqué arriver de manière massive sur le web. Ou alors tu peux le détecter, tu vois, sur les plateformes e-commerce. Ça, c'est plutôt des personnes un peu gross hacking, toi, qui peuvent s'en servir comme ça. Mais non, sinon, pour répondre à ta question de manière plus courte, on n'a pas eu tant de demandes que ça. D'accord. Euh, Autour de toi, il y a un deuxième logo que le logo Advisor, qui est le logo B2B Rocks. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette Yes, je me aventure? redresse. Yes. B2B Rocks, clairement, c'est ce qui nous a permis à un moment donné de crever le plafond de verre. Mais pourquoi? Donc, je reviens un peu en arrière. Effectivement, je te parlais de la partie inbound marketing hein, qui nous a permis d'arriver à un moment de croissance assez excitant. Mais ensuite, si tu veux continuer cette croissance, faut trouver quelque chose d'autre. Il y avait la partie outbound dont j'ai parlé tout à l'heure, mais il y avait aussi la partie d'aller crever le plafond de verre. Et la partie outbound, c'est bien, mais à un moment donné, tu as besoin de t'imposer avec une grande marque. Avec AppVisor, on avait du mal à un moment donné en inbound, en outbound, à aller toucher HubSpot USA par exemple. On avait du mal à toucher ByteDance qui gère la marque TikTok à un moment donné en Chine. Puis bien évidemment partout à travers le monde. Donc on s'est dit, ok, comment on peut faire? Là, la partie événementielle,
résonnait depuis longtemps. Et moi-même, j'avais décidé que mes premiers investissements de sponsoring, ça serait sur une personne, rencontrer vraiment tes prospects. Et là, en fait, on s'est rendu compte que tu n'avais pas trop de choix. Si tu rencontrais les éditeurs de logiciels, bah ça, bien sûr, hein, tu es dans tous les réseaux de France et de Navarre et partout à travers le monde. Et faut se multiplier par 100, hein, et globalement, puis vivre un peu partout ailleurs. Soit tu vas faire un grand événement, tu vas sponsoriser ce grand événement dans lequel tu vas trouver toutes tes cibles. Donc, on avait décidé d'investir en 2018 et en 2019 sur l'événement B2B Rocks qui nous avait ramené plein de leads parce que visant les éditeurs de logiciels, c'est vraiment the place to be. À partir de là, le Covid arrive, B2B Rocks, géré par le fonds d'investissement Axeléo, décide de se mettre online, il commence à créer une communauté de dingue. C'est l'époque du webinar, 2020, 2021, les webinars explosent dans tous les sens. Là, ils font une super communauté de plein de personnes qui s'inscrivent au webinar et puis eux-mêmes, en étant fonds d'investissement, forcément, ils ont un deal flow qui est énorme. Ils accroissent ce deal flow avec la marque B2B Rocks et ils ont une communauté de personnes qui aimeraient bien lever des fonds, qui ont levé des fonds, qui les suivent. Donc l'aventure est super pour elle, mais Axeléo, pour des raisons qui les appartiennent, de changement de doctrine d'invest, de gestion du deal flow, etc., décide de se séparer de la marque. Éric Burdier, général manager du coup, général partner pardon, chez Axeléo, me connaissant de par le fait que j'étais un de ses clients et me connaissant sur mon envie de bouffer le monde et me connaissant aussi sur la qualité d'exécution de mon équipe, s'est dit ok, on va proposer la marque à Advisor parce qu'on sait que un, ils vont bien s'en occuper et que deux, ça va continuer à développer l'écosystème. Donc finalement, par effet de bord, on va continuer à y gagner. Et puis bien évidemment, Axeléo est invité chaque année parce que pour moi, cette marque, elle leur appartient un peu parce qu'ils l'ont bien développée. Donc c'est ça qui nous Ouais. a permis à un moment donné, en faisant cette acquisition, d'aller crever le plafond de verre et de toucher ByteDance ou de HubSpot aux USA et puis toutes les autres marques qui nous adressaient pas la parole avant, hein, tout simplement. Bon, du coup, on fait un grand coucou à Eric, que je connais très bien vu qu'on était en cours ensemble. Salut Eric. Euh, et du coup, en fait, vous avez développé comment B2B Rocks? On l'a développé comment? Comme des personnes qui ont jamais géré de l'événementiel de leur vie. Parce que ça, c'est bien beau, mais à un moment donné, que tu te retrouves avec le bébé dans les bras, un petit peu comme tes nouveaux parents, tu fais OK, comment on fait? Donc, il y a l'humain qui est là et heureusement, tu as des réflexes naturels qui t'aident à bien t'occuper de ton enfant. Moi, je suis parti du principe, c'est bizarre hein, ce que je vais dire, mais que j'aimais pas trop l'événementiel en tant que participant. Parce que moi, à chaque fois que je vais à un événement, j'en citerai aucun, mais c'est bruyant. Il y a que des sponsors partout qui viennent te faire des croche-pieds, les sales pour que tu leur parles. Le contenu, ouah, c'est des trucs, c'est aussi t'as 18 ans que tu sors de l'école, mais des fois, c'est triste à pleurer, ou alors pire, c'est commercial, ou alors c'est inspirationnel bullshit, voire même si tu mets un peu de politique dedans, alors là, ça devient carrément boring. Souvent, j'aimais pas. Donc je me suis dit, ok, je vais faire en sorte que tout ce que j'aime pas sur un événement, ben, je l'ai effacé. Et du coup, on va essayer de mettre un village sponsor au milieu, parce qu'à un moment donné, c'est sympa de faire des nouvelles rencontres, mais sur lequel t'es pas obligé de passer, et sur lequel, à un moment donné, si tu vas, c'est parce que tu as envie de rencontrer des personnes, et c'est pas l'unité, voilà, t'es pas à la foire, quoi. T'es pas là pour voir que des sponsors, etc. C'est bien hein, pour certains salons, hein. Mais si tu veux, je voulais pas de ça. Hein. Je voulais du contenu, mais super intéressant. Des trucs, mais voilà, qui soient au vol, à un moment donné, on est en train de parler aux éditeurs de logiciels SaaS. On est quand même un secteur à la pointe sur beaucoup de sujets. On est un peu hors norme, hein, le secteur du SaaS. Voilà, il faut apporter du contenu ultra qualitatif avec des takeaways, des choses à apprendre clairement, ou après tu rentres chez toi, t'es pas là pour être inspiré et écouter Barack Obama ou d'autres personnes qui vont te dire ok comment changer la vie, rendre le monde meilleur. Non, tu veux juste faire du business plus rapide, plus simplement que tes clients soient contents. Donc ça, c'est un peu la ligne éditoriale de base. Et le troisième sujet, t'es là pour networker, t'es là pour rencontrer tes pairs, t'es là pour augmenter ton réseau LinkedIn, pas juste pour essayer de vendre à chaque passage, mais du coup derrière on va essayer d'organiser des moments un peu plus conviviaux, des side events exclusifs, permettant aux uns et aux autres de se rencontrer souvent dans la vraie vie, hein, après s'être rencontrés sur LinkedIn ou à travers des meets, de pouvoir se voir et vraiment du coup échanger, quoi.
C'est comme ça qu'on a monté B2B Rocks en extérieur en 2020, sous le soleil, à Montpellier, avec une grosse prise de risque de le faire à Montpellier, en plus pour faire venir le gratin mondial du SaaS. Et quand vous avez repris B2B Rocks, il y avait des équipes, vous avez repris un manuel pour opérer? Alors, on avait une base de données, on avait un beau site web, on avait Axeléo qui nous a accompagnés au démarrage, notamment sur la partie comité éditorial. C'est voilà, pour essayer d'avoir des personnes plus expertes que nous pour définir tout ça. Mais sinon, non, pas de playbook, hein. Le playbook, on l'a inventé nous-mêmes. Et j'ai envie de dire, dans le monde de l'événementiel, de toute façon, ça change ça change énormément depuis 2020. Donc ce playbook, c'est nous qui l'avons écrit et qui allons l'améliorer édition après édition, quoi. Super. Comment tes investisseurs ont pris cette nouvelle? Parce que je crois que tu avais déjà levé quand tu as racheté B2B Rocks. Comment tu leur as vendu le fait que tu allais te diversifier dans de l'événementiel? Là, ça s'est mal passé. Ils ont fait: «OK Colin, tu te défocuses, à un moment donné, c'est important d'avoir un seul produit, qu'est-ce que tu vas, t'embêter à gérer de l'événementiel?» Et je leur ai expliqué la stratégie à un moment donné. On est sur un plafond de verre. On est une petite marque qui marche super bien, qui satisfait ses clients, qui grandit. Mais à un moment donné, si je veux bouffer le monde, comment je fais? Soit du coup, je vais faire ma super levée, soit je vais m'adosser à un acteur industriel, mais ça, c'était le plan d'après. Mais il y avait besoin d'avoir un step-up entre les deux. Et je voulais pas dépenser 10 000 euros par jour sur Google AdWords, parce que trouver des éditeurs logiciels, c'est pas si évident que ça en plus, en termes d'ads. Donc je leur ai expliqué le sujet par A plus B et qu'il fallait se développer ainsi. Et à un moment donné, ils m'ont fait confiance et ils ont accepté qu'on fasse l'acquisition de la marque et surtout qu'on aille un peu disrupter l'équipe, hein, parce que clairement, j'ai fait aucune embauche, hein, pour B2B Rocks, hein. C'est l'équipe interne, les personnes les plus motivées, les plus vaillantes, les plus robustes, qui ont été d'abord mes premiers alliés pour monter ça. Puis au fur et à mesure, en fait, tout le monde se dit: «Ah mais moi aussi j'aimerais bien travailler un peu sur le B2B Rocks, pourquoi moi je suis mis à l'écart?» Bah, parce qu'il fallait d'abord, faire la base, mais bien sûr, viennent nous aider. Et en fait, comme ça, toute l'équipe a été onboardée au fur et à mesure. Je comprends. Mais Et oui, du ouais, coup, effectivement, ils ont pas compris au démarrage de pourquoi on va se diversifier. Bah, en fait, on va pas se diversifier, on va rajouter dans notre un canal enrichir. d'acquisition un canal d'acquisition de lead gen, hein, tout simplement pour nous, hein. C'est pour ça qu'aussi on fait les choses bien parce qu'on n'est pas là pour faire bon, bien sûr, l'événement, il doit être rentable, c'est la base. On n'est pas là pour faire de l'EBITDA ou des grosses margines, on est là juste pour que tout le monde soit super content de l'expérience et qu'ensuite, quand on rappelle pour dire: «Au fait, tu sais que B2B Rocks, c'est, opéré par Advisor», voilà, tout simplement. Derrière, donc, tu as annoncé il y a une semaine l'adossement à un partenaire industriel. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision entre le rachat de B2B Rocks qui vous génère du lead et maintenant le fait de vous adosser à un industriel? Yes. Clairement, c'est la timeline de l'entrepreneur. Heu, Après 8 ans, 9 ans, développer la marque, toute la plupart des entrepreneurs, dans les entreprises tech, hein, j'entends, pas les entreprises traditionnelles, où finalement, voilà, c'est l'histoire d'une vie. Un entrepreneur, au bout de 9 ans, la plupart du temps, s'il a les possibilités, les moyens, de par l'énergie qui lui reste par rapport à tout ce qu'il a donné, il va souvent aller vers un exit. Heu, Ma volonté, moi, elle était autre. L'idée étant pas d'aller sur un exit. Alors oui, bien sûr, il y a un exit et tous les avantages qu'il y a avec, mais ma volonté a toujours été de venir conquérir le monde avec les petits moyens, avec voilà le mindset de quelqu'un qui était en fauteuil roulant quand il avait 8 ans, qui a réappris à marcher et qui a juste envie à un moment donné de s'amuser et d'aller concurrencer en mode David contre Goliath, d'aller concurrencer les gros Américains sur leur territoire juste parce que tu as le goût du challenge et que j'aime ça. Donc ça, pour faire ça, bah, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, soit tu fais une méga levée, soit du coup, bah, tu vas t'adosser à un partenaire industriel. Et comme, d'une certaine manière, mon poste de PDG, avec un board qui est là pour les axes stratégiques,
mais voilà, qui sont à la hauteur de leur connaissance du marché. Et derrière, pouvoir continuer en restant plus que DG d'un certain point de vue, et par contre avec un board stratégique de personnes qui savent gérer 100 millions de visiteurs mensuels sur leur site web. Tu prends tous mes concurrents, tu regardes leur trafic annuel, ils n'arrivent pas au trafic mensuel de Softonic. Alors Softonic, qui travaille sur de la découverte d'applications B2B, mais néanmoins, ils savent comment générer du trafic extrêmement puissant. Donc c'était vraiment le sujet, en fait, c'est faire partie, non pas du coup être le seul opérateur, entre guillemets, qui chapeaute tout, mais bien qu'on vienne chapeauter mes opérations, qu'on vienne challenger ma stratégie pour aller continuer à se développer, quoi. C'est ça qui a été le Trigger Event. Comment tu t'es Comment passer à préparé l'étape mentalement, au-dessus? en fait, à ce changement? Heu, Avec une transparence parfaite au niveau d'équipe, 15 décembre 2022, on fait un team building, vers chez moi dans les Pyrénées, orientales, station Les Angles, et là j'annonce à tout le monde avec, Charlotte qui est VP Ops: «Bon, bah, écoutez, dans 18 mois maximum, on se fait racheter, parce qu'on a envie de bouffer le monde, et on sait qu'on a besoin du coup de trouver un acteur industriel, un partenaire, un grand frère qui va nous permettre». Donc tout le monde, voilà, était préparé au sujet, parce que tu doutes, quand tu es une startup, souvent que tu vas grandir ou que tu vas te rapprocher. Mais là, du coup, on a annoncé ça à l'équipe, et derrière, moi, c'est ce que j'appelle le concept de prophétie autoréalisatrice. Tu l'as dit en face de tout le monde. Maintenant, soit tu passes pour quelqu'un qui arrive pas à exécuter les plans qu'il annonce, soit du coup, bah, tu mets les moyens pour y arriver. Donc ça, la préparation mentale, bah, tu l'as à partir de là. Tu as préparé ton équipe aussi, qui derrière, bah, va venir te faciliter, hein, les sujets, parce qu'ils vont t'aider à y arriver, ou parce que tu vas leur déléguer encore un peu plus de sujets en disant: «Je vous fais confiance, mais moi, laissez-moi du temps pour réaliser mon objectif», pour qui va nous servir tous. Et globalement, si tu veux, après, c'est une timeline de 18 mois, puisque je sais plus exactement, mais c'était il y a 10 jours. Donc, en gros, tu regardes, et 18 mois et 5 jours plus tard, acquisition d'Advisor et B2B Rocks par Softonic. Donc, en gros, c'est un process de, allez, 4 mois pour commencer à faire un vrai listing des acteurs potentiels qui pourraient te reprendre. Donc ça a duré jusqu'à après sélection du coup du partenaire, la banque d'affaires, donc qui était Inextaso Finance. Au mois de juin, du coup, on commence à contacter les sociétés, on signe beaucoup de NDA, on avance, et fin octobre, tout début novembre, on décide d'aller en négociation, en échange exclusif avec une société Softonic. Pourquoi? Parce que à un moment donné, effectivement, en termes de trafic, ils venaient carrément exploser tous les autres acteurs. En termes de chiffre d'affaires, de renta, c'était pas mal. Une équipe internationale, mais avec un ancrage en Europe. C'est une société à la base espagnole, mais avec un leadership, voilà, qui est, je crois il y a 39 nationalités différentes chez Softonic. Et ensuite, du coup, c'est globalement 3 mois pour avoir une lettre d'intention ferme avec tous les chiffres, et tout ça. Et ensuite, allez, tu rajoutes, allez, 6 mois d'audit, de négociation, de signature, de préparation, signature du contrat, l'admin, et cetera, et ça nous amène globalement à un process de 18 mois. Dans ce process, donc tu nous as dit que tu avais choisi Inextinso Finance. Comment tu en es arrivé à choisir, cette banque d'affaires et sur quels critères? Hem Pour 2 raisons. La première, c'est que, la personne qui m'a accompagné, je la connaissais depuis très longtemps, puisqu'elle avait été à un moment donné trouver, des personnes qui auraient pu investir, à l'époque en 2016, chez Advisor, qui s'étaient retirés, et je me rappelle que cette personne, voilà, s'était dit: «Quel dommage qu'ils aient pas investi». C'était un bon conseil que je leur ai donné, et du coup, je savais qu'il avait gardé un peu cette envie, en fait, de réussir avec nous. Et ensuite, c'est parce que ma comptabilité chez Nextinso, hein, depuis de longues années, et effectivement, c'était juste une évidence. Après, pour que les équipes puissent travailler intelligemment ensemble, ouais, c'est ça. Il y avait un alignement parfait. Et c'est vrai que on te demande beaucoup de chiffres, beaucoup de reporting, de garanties, de passifs, etc. Donc forcément, je savais que derrière, la partie back office, bah, serait ultra efficace. Est-ce qu'il y a des points qui t'ont un peu surpris dans ce processus auquel tu étais pas préparé? À peu près tout.
À peu près tout, parce que quand t'as jamais fait de deal M&A, de logique d'une fusion-acquisition, bah t'apprends, hein. J'étais préparé mentalement, mais j'étais pas préparé en termes de know-how, de how-to, de connaissances en général là-dessus, hein. Je m'étais pas documenté comment vendre sa société en 18 mois. Ouais, j'ai appris énormément de notions. Déjà, bon, d'un point de vue comptable, financier, ça m'a remis un petit peu d'équerre sur des sujets, parce que effectivement, quand tu as une startup, tu es CEO, tu vas pas gérer, optimiser, enfin, ça dépend de ton background. Mais moi, venant de l'ingénierie, je n'étais pas d'une école de commerce. On m'a dit, ah, tiens, ils sont bien tes chiffres, hein, mais tu sais que là, du coup, il y a pas mal de choses à optimiser, à exploiter. Ah, bah, ouais, écoute, tant mieux, hein. Il y a cette partie-là, puis après, surtout le process, hein. Une lettre d'intention, comment c'est négocié, comment tu vas la présenter à tes actionnaires, un SPA. C'était un SPA qui était très court, hein, puisqu'il faisait, je crois, avec les annexes à la fin, que 120 pages. Donc forcément, si tu veux, tu as pas mal de petits détails techniques, technico-économiques, de garantie de passif, des notions que je connaissais pas, hein, à un moment donné. Je savais pas qu'un CEO, quand il revend sa société, on imagine tu revends ta société 20 millions d'euros, mais tu te mets à garantir si jamais il y avait des éléments, hein, comptables, financiers, qui seraient mal conçus, tu t'engages à pouvoir reverser sur le 20 millions de cash que tu vas récupérer, si tu as 100% des parts, à reverser 4 millions d'euros. Donc c'est des notions que je connaissais pas du tout et qui effectivement te permettent de dire, OK, j'ai bien fait de bien travailler avec mes équipes et de jamais laisser de cadavre dans le placard. Parce que le cadavre dans le placard, là, moi j'en avais pas, mais je pense qu'il y en a un paquet, bah, qui essaie de le cacher et à un moment donné, il ressort, hein. Donc ça, ça, ça te congratule d'une certaine manière d'avoir bien fait les choses jusqu'alors. Tu aurais 2-3 tips à partager sur ce process? Oui, lisez un bouquin sur la négo. Moi, j'ai toujours fait de la négo en tant que vendeur, d'une certaine manière, parce que en général, le premier million d'euros de chiffre d'affaires, tu vois, en travaillant toujours d'une manière assez proche avec un certain nombre de clients stratégiques. Euh, mais ça, c'est pour négocier son prix. Mais la négociation en général, la technique des petits pas, avancer un peu vers l'autre, mais pas trop. Voilà. En travaillant avec une transparence complète, forcément, du coup, j'étais pas forcément armé pour tous les sujets de négo. Donc j'ai compris, hein, rapidement comment fallait faire, mais effectivement la négociation. Alors négociation, ça veut pas dire j'ai mal négocié. Ça veut dire qu'en fait c'est un vrai monde, le monde du M&A, qui sur lequel faut avancer avec une certaine cadence, pas trop vite non plus sur tous les sujets, etc. Les prendre les uns après les autres. C'est surtout la négo, mais dans son sens le noble du terme, hein. Presque, j'ai envie de dire, de politique, de bonne gestion de ces people, etc. Donc, ce serait peut-être le principal conseil que je donnerais. Puis après, bien évidemment, s'armer d'une super banque d'affaires et d'un avocat hors pair pour ensuite, du coup, aller aussi travailler un certain nombre de sujets pour pas être en frontal avec l'acquéreur, mais bien, du coup, donner les éléments de négociation sur lesquels on est prêt à avancer, mais pas que ce soit toi qui les passe. Parce que derrière, c'est ton acquéreur. Donc demain, c'est la personne avec qui tu vas travailler. Donc il faut éviter tous les frottements. Et c'est bien aux avocats de se frotter entre eux sur la virgule qui est mal placée, etc., aux banques d'enfer, pour voir comment derrière gérer leurs problématiques. Et physiquement, ce process, il a été éprouvant pour toi? Physiquement, écoute, hein, j'ai pas honte de le dire, j'ai pris quasiment sur les 6 derniers mois 1 kilo par mois. Donc là, c'est summer body, j'y retravaille à fond. Et parce que, en fait, tout simplement, parce que j'avais plus le temps de faire du sport. Si tu veux, tu dois gérer les ops, tu dois gérer le chiffre d'affaires. Il faut montrer que tu es en croissance. Malgré le fait que tu passes 80% de ton temps sur le deal M&A sur les 4 derniers mois. Donc forcément, à un moment donné, bah, le temps est pas extensible. Donc, moi, j'ai tué le sport. Puis forcément, tu vois, le soir, voilà, pour un peu se calmer des sucreries devant la télé, avec mon épouse pour me poser. Bon, voilà, du coup, pas de sport, un peu de sucre, c'est clair, c'est pas le combo gagnant pour avoir un summer body. Mais sinon, ça va. Sinon, ça va. Du sport le week-end quand même.
surtout garder le moral et physiquement, donc non. Je un peu de poids, Pas de c'est tout. fatigue. Bon, c'est une bonne chose. Ah ben moi la fatigue, je l'ai prise, et si tu veux, tu tellement excité à un moment donné de ce qui se passe que l'excitation vient combler, la fatigue. Il y a des personnes dans l'équipe, bah, forcément, parce que c'est un peu moins leur bébé, ou c'est un peu moins qui sont porteurs de projets, donc ils se retrouvent avec la charge de travail que tu leur délègues. Il y a des personnes effectivement, en qui j'ai une confiance totale, où je leur ai fait atteindre leur plafond de verre. Clairement. Et dès lors où j'ai vu que le plafond de verre était atteint, je fais: «Oh on se calme, c'est bon, je vais déléguer un peu moins ou repose-toi, prends quelques jours», voilà, pour que tout le monde reste le plus efficace possible. Du coup, maintenant que vous êtes adossé, c'est quoi le futur d'Advisor et comment ça va se passer? Enfin, qu'est-ce qu'il y a de prévu et comment tu te projettes? Advisor ne bouge pas. Simplement, j'annonce à nos clients et prospects qu'on va avoir des petits boosts de trafic assez rapidement. B2B Rocks ne change pas. Donc on fait toujours une super édition les 25 et 26 septembre à Paris, station F. Dans le cadre de quelque chose qui est encore plus grand, qu'on appelle la Paris SaaS Week. Donc c'est toute une semaine d'événements. On a déjà une dizaine d'événements programmés, on en attend une trentaine au passage, qui entre le mardi 24 septembre et le vendredi 27 septembre, en gros, qui va faire tout un ensemble de side events exclusifs pour dire, tiens, tu veux parler sales et IA, tu vas chez Leadby. Tu veux parler à un moment donné des femmes dans la tech, tu vas le faire du coup avec notre partenaire et avec Cégide. Voilà, donc tout un ensemble d'événements qui permet à chacun, parce que l'événement c'est bien, mais les événements aussi à côté c'est intéressant, ça te permet de te retrouver en plus grand groupe. Donc il y a tout ça qui se développe. Donc ça c'est la suite. Puis voilà, 3000 personnes, 50% internationaux et une qualité éditoriale qui vient crever le plafond, hein. Tu regardes juste les speakers, c'est incroyable. On a même des délégations qui viennent de Chine cette année. J'en suis assez fier, parce qu'effectivement, on ne sait pas trop comment ils bossent le SaaS en Chine, et je suis très curieux sur le sujet. Donc, Advisor, ça bouge pas, on aura plus de trafic. B2B Rock, ça bouge pas, on a un super événement, et on va surtout pas y toucher. Softonic ne veut surtout pas y toucher. Euh, donc, qu'est-ce qui change? Ben, en fait, il y a rien qui change. C'est ça la question, je crois. Ouais. Et pour toi, tu te Non, on projettes, continue, on continue. Ah oui, après, bon, après, il y a une volonté de diversification. Donc, j'ai pas beaucoup parlé de Softonic, hein, qui est l'acquéreur. Première licorne espagnole, 25 ans. Update de Google en 2014, hein, comme ça, tu plein de secteurs de pan d'économie. Ils en ont fait quelques frais aussi, hein, ils sont passés de 400 à 50. Mais une société super résiliente qui a su se rasseoir sur les bases de son business model avec une CEO Fiona, qui est juste quelqu'un d'incroyable, qui dégage une énergie. Moi, quand je parle à côté, on dirait vraiment que je suis très très mou, hein, à côté d'elle, qui inspire tout le monde et qui a réussi à développer la société et la met voilà, sur, je crois que les chiffres ils sont publics, mais bon, voilà, plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et avec une centaine de personnes ultra motivées et une équipe ultra dynamique. Donc, ils ont une volonté de se diversifier dans le B2B. Advisor en est aujourd'hui la première acquisition. Donc moi, demain, il faut que je continue à développer Advisor, mais peut-être que j'aimerais les aider à se diversifier dans le B2B, peut-être à terme, parce que c'est un sujet qui m'excite. on arrive proche de la conclusion. Qu'est-ce que tu as appris sur toi dans ces 10 années d'entrepreneuriat? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Euh, le manque de confiance, naturel, important, l'humilité que tu dois avoir jusqu'à un certain moment. Voilà, aujourd'hui j'ai 44, j'ai commencé, j'avais 34, l'aventure Advisor. Pour simplifier, ben ouais, j'avais encore un peu le syndrome de l'imposteur. Donc c'est bien de l'avoir au début, enfin d'être humble, mais le plus rapidement possible, c'est important de tuer le syndrome de l'imposteur. Parce que tes équipes, elles ont besoin que tu sois confiant, que tu inspires la confiance. Donc si tu un peu hésitant sur tes décisions, etc., voilà, vaut mieux être radical. Ce que j'ai appris sur moi, c'est que bah, j'avais cette capacité que j'ai toujours, j'espère en tout cas, de s'adapter. Faut tout le temps s'adapter. Faut s'adapter à ce qu'on disait tout à l'heure aux demandes des clients. Faut s'adapter au marché, à la concurrence.
faut s'adapter à tes partenaires, hein, un partenaire comme Softonic. Clairement, aujourd'hui, mon positionnement doit être différent. Mes comportements, mes attitudes doivent être différentes. Ça veut pas dire que je suis plus le même, ça veut dire qu'il faut savoir se transformer et c'est peut-être ça sur lequel, j'ai appris de moi-même parce que je me suis rendu compte que step by step, j'arrivais à me transformer. Comment tu as réussi à faire ça? Tu t'es fait accompagner? Non. Non, on m'a proposé là récemment de faire des formations là-dessus. Je suis, en école d'ingénieur, voilà, je suis très content de faire une école d'ingénieur, c'était Polytechnique Toulouse, mais je me mettais tout le temps plutôt au fond de la classe à écouter, voilà, à pas bien forcément faire les exercices qu'on demandait. J'aime pas trop suivre les formations, tu vois? On dit: «Tiens, c'est comme ça qu'il faut faire». Je pense qu'à un moment donné, je préfère juste, pas me la jouer badass, mais à un moment donné, voilà, il faut le faire, point barre. Et tu te challenges toi-même, quoi. Tu fais: «OK, là, tu été nul là-dessus, quoi. En fait, c'est pas comme ça que tu aurais dû et c'est juste apprendre de ses erreurs continuellement, quoi». Voilà, tu as des lessons learned, toute ta vie durant d'un point de vue pro, mais aussi d'un point de vue perso et effectivement sur le pro perso, je vais essayer de m'améliorer pour arriver à là où je voulais arriver, quoi. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose? Ça faisait longtemps que je fais plus d'entretien RH, mais alors ça là, je l'ai posé pendant longtemps. C'est la voie de sortie et si tu y réponds pas, là, c'est pas bon. Non, la question que j'aurais bien aimé que tu me poses, c'est est-ce qu'au final, Colin, est-ce que tu es heureux dans la vie? Est-ce que tout ça, ça t'a servi humainement? Et je te répondrais: «Ouais, carrément». Parce que une fois de plus, tout à l'heure, je disais si j'ai vu la volonté de cette acquisition, bah, forcément, tu as du cash out, tu es content, tu es sûr que ta maison, elle sera payée, tu es sûr que tes enfants, alors je veux surtout pas qu'ils partent, dans des grandes universités loin, mais tu es sûr, voilà, que tu seras là derrière, tu es le backup. Et ça, c'est super important, à un moment donné pour son équilibre. Mais si j'ai fait ça, c'est surtout parce que ça me permet de m'accomplir. Ça me permet de m'accomplir, ça me permet de me donner une passion parce qu'effectivement, on est sur des métiers qui sont passionnants, qui sont usants, mais qui sont pas usants physiquement, par rapport à d'autres personnes, hein, voilà, qui à un moment donné, se lèvent très tôt, font les 3-8 et cetera. Ça, c'est clair que c'est la galère. Mais quand on a des métiers comme les nôtres, on s'éclate. Donc à un moment donné, ouais, du coup, avec le temps passé, mais avec le niveau atteint, ouais, du coup, je m'éclate de plus en plus, au fait, au final, quoi. Et je disais à mon épouse: «Ouais, ouais, tu verras quand je vendrai, je serai un peu plus là». Je suis un peu plus là quand même. Mais bon, tu vois, je travaille bien comme il faut, de manière bien intense, quoi, parce que je m'amuse. Bon, bah, écoute, on va te souhaiter d'en profiter. Les 2 dernières questions sont assez faciles. La première, c'est qui me suggérerais-tu d'inviter à ta place et avec qui tu peux me mettre en relation? Et je te dis tout de suite la Mmh. dernière, c'est, si on souhaite te contacter, comment, quel est le meilleur canal? Yes. Qui je te conseillerais, alors c'est pas moi qui est sur la ligne éditoriale parce qu'en ce moment on rencontre tellement de personnes fantastiques, qui sait que je te donnerais sans tomber, sur, des sujets, trop évidents? Bah, ouais, moi, il y a quelqu'un, qu'on essaie de contacter pour B2B Rocks. Alors forcément, il est un peu sollicité. Je t'inviterai à contacter le CEO de Mistral AI, parce que ça, pour moi, c'est encore, super énigmatique tout ce qui se passe derrière. C'est mon temps levé, la stratégie, quels sont les playbooks qui sont passés par les investisseurs ou fonds d'investissement pour arriver à un moment donné à être successful comme ça. Moi, ça me je ça je trouve ça super inspirant de se dire: «Waouh, comment à un moment donné» parce que je connais un certain nombre de techniques, hein. Tu sais, quand il y a quelqu'un qui a fait une série B là, à un moment donné, tu parles plus, hein. Dans les playbooks, c'est en gros, parle à ta famille, mais pas trop et surtout reste focus sur ton équipe et regarde pas ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, reste focus. Donc je sais qu'il y a un certain nombre de playbooks là-dessus. Donc ça, j'aimerais bien les savoir et je serais super fan d'écouter, ce type
de retour. Donc, à défaut que ce soit le CEO de Mistral AI, quelqu'un qui, à un moment donné, a fait une très grosse levée de fonds et qui nous passe ces secrets, les playbooks, qui, en fait, je pense, sont bons pour tous les entrepreneurs, hein. Parce que c'est Steve Jobs qui disait, la chose dont je suis le plus fier, c'est les projets que j'ai pas réalisés parce que tu es sollicité partout et tu peux vite te disperser. Il faut rester focus. Et pour me contacter, alors, clairement, du coup, c'est sur LinkedIn. Je suis super efficace, rapide sur LinkedIn. Et soit du coup, j'accepte. T'es dans le SaaS, globalement, j'accepte tout le monde. Et après, on échange. Voilà, si après il y a des propositions, des envies d'être speaker, sponsor, B2B Rocks. Voilà, mon canal LinkedIn reste absolument ouvert. Et j'espère surtout, du coup, tous les éditeurs de logiciels, venez vous référencer sur appvisor.fr ou .com, comme vous voulez. Le listing est gratuit, vous allez gagner plein de visibilité. Et en plus, si vous voulez, vous pourrez générer des leads avec nos différentes offres. Bien sûr, venez tous pour B2B Rocks à fin d'année, pendant fin septembre, fin du quarter. Voilà, c'est, je pense, voilà, quelque chose qui est assez incroyable en termes de qualité éditoriale. On a vu deux, trois confs dans le monde qui font mieux que nous. Mais voilà, il faut partir à New York ou des sujets super exclusifs. Là, c'est juste à côté, quoi. Mm. J'ai déjà réservé ma place, donc je confirme. Yes, super. Super. Eh ben écoute, Colin, merci pour cette heure passée ensemble. Et puis à très bientôt. Merci à toi. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.